de ce débat? Qui débattent? Ils vont débattre à 11, c'est possible? Ah, ça va être difficile à mon avis. Qui va l'emporter? Marine. Vous êtes confiant pour le premier tour des élections? Oui. Qui sera le grand perdant de cette soirée? Ah, ça, je ne peux pas vous le dire. Parce que ça serait malhonnête de ma part dans la mesure où la soirée n'a pas eu lieu. Et vous avez suivi le premier débat. Il y a Oui, pas mais certaine- on peut pas. Vous craignez M. Mélenchon et sa verbe, sa façon? Non, parce que on aime bien Zavata, mais on l'aime bien. Il fait rire, on l'applaudit, mais on le prend pas comme président de la République, voilà. Bonjour. Vous avez la carte De crédit, avec plaisir. Alors, Je peux vous poser une petite question? c'est qui? Une agence de presse télévision. Monsieur Hamon est en difficulté dans les sondages. Comment voyez-vous les dernières semaines qui nous précèdent de ce premier tour de la présidentielle? On se bat, on va convaincre que les Français rentrent seulement maintenant dans le choix. On commence à regarder les programmes et comme nous on est sur le fond et les solutions, eh bien c'est maintenant qu'il faut convaincre parce que c'est maintenant que les uns et les autres regardent, il y a beaucoup d'indécisions. L'électorat n'est pas cristallisé encore pour vous? Oh non. Oh non. Il y a encore du temps pour faire encore bouger les lignes, les indécis, les abstentionnistes? Tout le monde vous le dira. Vous pouvez le voir d'ailleurs autour de vous. Jamais dans une élection il y a eu autant d'indécisions. Même ceux qui disent qu'aujourd'hui ils préféraient celui-là laissent l'hypothèse qu'ils peuvent être convaincus par quelqu'un d'autre. Et donc on est en plein dedans et c'est maintenant que ça commence, on va dire. Je vous remercie. Merci. C'est un exercice qui a ses petites contraintes mais qui sont les mêmes pour tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'il y aura un temps limité, 14-15 minutes sur une soirée, il y a 3 grands thèmes avec leurs sous-thèmes. Donc ce qu'on a travaillé aujourd'hui, mais Jean-Luc est expérimenté, c'est pouvoir dans un temps comme ça contraint d'exprimer le plus de choses de manière compréhensible. Voilà, après la soirée, on verra tout ce que ça donne, hein. On connaît les petites punchlines ou pas? Non, mais là encore, je veux dire, le charme de la punchline, c'est précisément quand elle est spontanée. Et par définition, elle a son efficacité quand elle naît dans une situation inattendue. Et ça se prépare pas. Voilà. Mais bon, on va voir ce soir, ça va être quelque chose d'un peu exceptionnel. Débattre à 11, c'est pas simple. On sait jouer au football à 11, mais débattre, on va le découvrir ensemble. Voilà, puis après il y a la campagne, hein. On a d'autres meetings. Jean-Luc Mélenchon il va faire un gros meeting à Marseille dans les jours qui viennent. C'est un temps fort de la campagne, ça n'est pas le seul et on espère que ce sera utile pour ceux qui le regarderont. Moi j'invite chacun vraiment à s'intéresser à tous les candidats, leur programme, le lire. Et puis voilà. Justement, vous n'avez pas peur des petits candidats qui ont peut-être plus rien à perdre ce soir? Non, pourquoi avoir peur? Non, c'est bien, écoutez, ils ont eu les 500 signatures. Nous on a eu des difficultés pour les obtenir, hein. C'est pas simple. Voilà, ils sont là, on va les écouter, on va les entendre. Nous, on ne vient pas pour polémiquer, ça ne sert à rien, hein. Le problème de ce pays, c'est le chômage, 6 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres. C'est pas la position d'un tel ou un tel. Franchement, à ce stade, ce qui est utile, c'est savoir comment on passe au grand changement. Nous, on est pour la 6ème République, on pense que c'est ça qui doit être au cœur. On voit bien, il y a un régime pourrissant qui amène, fait remonter à la surface des comportements dont les Français en ont assez. Il y a un bulletin de vote qui permet à la fois d'apporter une réponse sociale, écologique, et puis dire tous ensemble, par l'Assemblée constituante que nous proposons, on peut tous débattre pour voir comment on change de régime avec des droits nouveaux pour les citoyens. C'est ça l'enjeu de cette élection, de ce débat. Et puis ça va bien se passer. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon peut recueillir autant de fruits que sur le dernier débat où il avait été déclaré par tout le monde quand même grand vainqueur de cette confrontation, je dirais? Est-ce que ce soir, la configuration est la même pour lui? Moi, je souhaite que ce soit une soirée qui soit... Qu'est-ce que vous en pensez-vous? Non, mais je souhaite que ce soit utile au débat et que évidemment Jean-Luc Mélenchon apparaisse dans sa réalité. Surtout ça, vous savez, c'est comme un phénomène chimique, ce qui s'est passé la dernière fois, le révélateur. Quand on fait une photo, on trempe et d'un coup, hop, les choses apparaissent. C'était ça avec Jean-Luc Mélenchon. Les gens ont découvert un homme que nous on connaît depuis 20 ans, un homme cultivé, un homme qui a une épaisseur politique, un homme qui est capable de parler du quotidien de nos concitoyens. Il n'a pas de langue de bois parfois qui est insupportable. Il parle des difficultés et c'est ça qui a plu. Loin de la caricature que certains ont voulu dresser de lui, c'est ça qui plaît. Ce soir, c'est ce qui va à nouveau avoir lieu, donc ça va bien se passer. On appréciera après le débat si les choses se sont passées dans les meilleures conditions, mais on est assez tranquille, hein, ça va bien se passer.
Mélenchon va encore beaucoup monter dans les semaines qui viennent et son discours passe. Hein. Il fait vraiment, je dirais presque un tabac. Il déclarait il y a quelques jours qu'il visait la 3e place, mais le second tour, c'est envisageable? Et bien sûr. Ah non, mais le but de cette élection, c'est pas de faire 3e, hein. C'est d'être dans les 2 premiers et puis d'être le vainqueur du second tour, évidemment. Vous savez, une candidature comme la nôtre, elle a pour but de diriger ce pays, de le changer, de faire en sorte que le quotidien change, que la pauvreté recule. Il y en a assez. Trop de richesses ont été produites par chacun, le travail de chacun d'entre nous, et sont trop mal partagées. Et ce sentiment-là, je dirais, est au diapason des préoccupations de tous les Français. Idem sur la question de la crise écologique. Le système productiviste a épuisé la planète elle-même, nous met tous collectivement en danger. Et puis enfin, la critique que nous portions sur nos institutions, la Ve République, qui sont cette monarchie présidentielle qui étouffe la voix des citoyens. Je crois que de plus en plus de gens comprennent qu'il faut non seulement des propositions sociales et écologiques, mais changer même de système. Et ça, c'est le débat que nous proposons avec notre Assemblée constituante. Franchement, quel Français aujourd'hui ne considère pas qu'il y a trop d'inégalités, qu'il y a trop un système qui remet en cause la planète elle-même et qui ne voit pas que ce système est pourrissant et amène des comportements et des mœurs intolérables dont il est temps de passer un coup de balai. C'est ce qu'on va dire ce soir. Alors, mettez-vous quoi dans la banderole, Claude? Oui. Ah, pousse ça de la banderole. Qui c'est qu'en fait? J'en ai deux, moi, dans les mains. C'est enlevé. On va enlever, on va les accrocher dans celui-là pour aller en bas. Non, mais j'en ai d'autres là. Celui-là, il faut le laisser pour aller en haut. Là, c'est bon. Trois à un autre, trois à un autre. Nous sommes au studio où se déroule le débat pour la présidentielle. Tous les candidats seront derrière vous. Pourquoi manifestez-vous ce soir? Ah ben parce que, vous voyez, bon, effectivement, les candidats ce soir vont débattre, mais on s'est aperçu dans les débats précédents que le logement, on n'en parlait pratiquement pas. Alors, vous connaissez comme nous la situation, il y a plus de 700 000 demandeurs de logement en région parisienne. Et ça fait 40 ans que ça dure, que la crise du logement, quels que soient ceux qui ont pris le pouvoir, nous disent on va la régler, et on s'aperçoit que c'est quand même beaucoup de promesses et que il y a plein de gens qui sont, il y a des gens qui sont expulsés aussi, puisque la période vient de s'ouvrir. Donc on ne trouve pas des solutions qui soient pérennes pour ces gens-là. Et puis ceux qui attendent un logement, donc comme le dit notre banderole, il faut un plan d'urgence pour le logement. Alors nous, la CNL, on a naturellement des idées. Hein. On est même pour développer ce qu'on appelle une sécurité sociale du logement, pour protéger les gens. Il y a des possibilités de le faire. On a chiffré tout ça. Donc il suffit simplement que les candidats nous reçoivent, nous écoutent, et puis on a des idées, ils en ont certainement, mais en les partageant et en mettant tout ça en commun, on peut arriver à créer des situations qui satisfassent un bon nombre de nos habitants. Alors vous ne croiserez a priori pas de candidats qui vont entrer par une autre porte, mais beaucoup de leur soutien, dont nos nombreux élus vont passer devant vous. Vous espérez qu'ils s'arrêtent et qu'ils parlent avec vous? Ah ben écoutez, nous on est là, ils nous voient, s'ils veulent venir causer avec nous, on est naturellement ouvert, il n'y a aucun problème. Tant plus que dans la foulée, il y aura législative aussi, il y en a qui vont se présenter, donc l'Assemblée a certains pouvoirs, donc on peut parler des lois du logement ou d'un grand plan du logement national pour résoudre enfin la crise. Alors juste une petite précision, votre association est différente du DAL? Ah oui, nous sommes la Confédération nationale du logement, nous avons fêté nos 100 ans en 2016, donc on ne date pas d'hier, donc on est une association qui œuvre pour construire. On défend aussi ceux qui sont dans le logement, parce qu'il faut réhabiliter, et puis les protéger, puisque les loyers étant tellement élevés avec les charges, donc on est donc un syndicat de locataires qui défend donc les intérêts de ces gens. Hein. Bonjour Monsieur Dupont-Aignan. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Oh, très bien, vous en faites pas. Vous craignez cette forme particulière, avec beaucoup de candidats, avec peu de temps de parole, mais... J'ai peur des candidats et j'aime la démocratie. Comment voyez-vous la fin de cette campagne? Va-t-on parler autre chose que des affaires? Mais oui, on doit parler des Français. Mais certains candidats ne parlent que d'eux. Moi, je vais parler des Français comme d'habitude. Vous trouvez que vos temps de parole sont suffisants, que vous pouvez exprimer vos opinions comme vous le voulez? Je vais faire tout ce que je peux avec le temps que j'ai, et puis on verra. Très bien. C'est où alors?
À gauche. À droite, toutes. Allez, un peu à gauche, ça fait du bien. Très positif, très serein, très tranquille. Et vous, ça va bien se passer? On va voir à quoi va ressembler ce débat, il est assez inattendu. Ça va être un moment, je crois, important de la campagne. J'espère que ça va évoluer pour Benoît Hamon dans le bon sens, voilà, qui va montrer à la fois son projet et sa détermination d'être président de la République. Comment il peut redresser la barre par rapport au premier débat? On a encore 3 semaines, vous savez, on va voir comment ça va se passer. Ça va être un débat compliqué, 11 candidats. Mais je suis certain qu'il arrive déjà mieux préparé que le premier débat. Et puis il arrive avec des idées claires. Et il va bien falloir un moment que ceux qui ont un projet clair s'imposent dans cette élection par rapport à ceux qui organisent beaucoup la confusion autour de leur projet. Vous avez un conseil à lui donner justement pour ce débat-là, des progrès à faire par rapport à l'autre, quoi? Il faut qu'il soit lui-même. Il faut qu'il soit lui-même. Il est excellent en meeting, il est excellent dans son rapport avec les gens quand il visite les hôpitaux, les écoles, les entreprises. Il faut qu'il apparaisse à la télévision tel qu'il est dans la campagne. C'est ça qui est important. Très bien. Il faut qu'il fende l'armure, comme on dit. Le message a du mal à passer. Les sondages sont très mauvais, objectivement. On va voir, vous savez, il reste presque 3 semaines de campagne. Vous savez, il se passe tous les jours quelque chose dans cette campagne. Donc laissez la moitié des gens indécis se faire une idée dans les dernières 3 semaines et vous verrez que les votes se cristalliseront autrement que ce qu'on nous indique et ce qu'on nous préconise en termes de vote utile, mais de vote de confusion. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. La cristallisation des votes, dont les instituts de sondage parlent, intervient traditionnellement un mois et demi avant l'élection. Il n'est pas trop tard? Non, il n'est pas trop tard. On voit bien qu'on est dans une situation politique qui est totalement nouvelle, qui est assez bouleversée, qui est inattendue pour les électrices et les électeurs. Tout bouge. Et je suis convaincu justement que là, ceux qui portent un projet clair, cohérent, vont s'imposer à la fin. Les candidats, bonjour, c'est la CNL. Ça va bien? Ça va. Donc on espère que dans ce débat, on va parler un petit peu de logement parce que le 20 mars, c'était silence radio. Donc nous, à la CNL, on est là ce soir pour vous soutenir, les candidats, pour qu'on puisse parler de 15 millions de Français qui sont en mal logement dans ce pays, enfin en tout cas en fragilité de logement, 4 millions de mal logés, 2 millions de demandeurs HLM. Donc on espère que dans ce débat ce soir, les journalistes, en tout cas les candidats, vont prendre la parole. Voilà. Et oui, il y a beaucoup de gens qui attendent. Mais j'imagine que vous étiez à l'audition de la Fondation Abbé Pierre sur le logement. Oui, et je pense qu'il ne vous a pas échappé que tous les candidats n'étaient pas équivalents par rapport à l'ambition pour le logement. On a fait le comparatif des programmes et on va le publier sur notre site internet la semaine prochaine. Ça, c'est utile. Et on a mis des couleurs rouge, vert et orange. Et les candidats se reconnaîtront. En tout cas, nous, on veut que dans ce débat présidentiel et législatif, on puisse parler du logement. C'est une des principales préoccupations des familles qui souffrent tous les jours pour payer leur loyer. 40% quelquefois de taux d'effort, voire plus. Des gens qui sont mal logés chez des marchands de sommeil. Et je pense qu'on a vraiment besoin de vous. Est-ce que vous connaissez le candidat qui est pour l'encadrement des loyers, celui qui est pour la garantie universelle sur les loyers, celui qui propose la construction de 150 000 logements sociaux par an? Vous le connaissez? Il n'est pas tout seul. Il s'appelle Benoît Hamon. Voilà. Salut les gars. Au revoir, merci. Vous êtes à la cour là. Oh là là. Oh là là. Michel. C'est vous qui êtes peur. Bonjour. Bonjour. Bon, ben voilà, nous sommes là comme prévu. Oui, ça fait un peu de bruit. J'ai vu que la Fondation Abbé Pierre a fait un appel aussi. Ouais. Et nous, on est là, par contre, on est là près des candidats pour les soutenir, pour qu'ils puissent parler, du logement. Donc, qu'ils puissent parler du logement dans le bon sens, évidemment. Exactement, il faut parler du logement et on n'en parle pas assez dans cette campagne qu'il a dit l'autre jour. Voilà, et il y a en ce moment des familles qui vont se retrouver. Il y a des gens qui sont à la manifestation et pas l'autre. Voilà. Oui, il y avait des gens à la manif samedi. Voilà, nous on était à la manifestation du CNL et du DAL. Et on trouverait effectivement normal qu'on parle du logement ce soir. Voilà. Et surtout des expulsions, parce que là les gens se retrouvent dehors là aujourd'hui dans leur. Alors tu remarqueras une chose, c'est que dimanche Jean-Luc a
Châteauroux, parce que j'ai entendu ton message le samedi. Oui. Tu remarqueras qu'il a parlé de la trêve hivernale et du logement. J'ai pas regardé son discours. Regarde mais son bon, discours, voilà. voilà. Parce que je lui ai passé un mot suite à la manifestation, ce que tu as dit, et il en a parlé. Il en a parlé. On voudrait une trêve éternelle en fait. Pour l'arrêt des expulsions. Et la sécurité sociale du logement, 5e pays plus riche du monde, on ne doit plus mettre des gens à la rue. Il faut qu'on trouve un système de solidarité mutualisé national qu'on appelle la sécurité sociale du logement et qui permettrait, en cas d'accident de la vie, de donner la main aux gens qui sont dans la difficulté et qui puissent rester dans leur logement. Maintenir dans le logement, ça coûte moins cher que de les mettre à la rue et de payer des nuitées d'hôtel dans des hôtels sordides et que, au final, les contribuables payent dans leurs impôts. Donc je crois qu'il y a une question de bon sens et de bon drainage de l'argent public pour le bien des habitants de ce pays. 4 millions de mal logés, 2 millions de demandeurs HLM, 15 millions de personnes en fragilité de logement. Donc c'est quand même pas rien. Et cette question-là, le 20 mars, aucune question n'a été posée aux candidats sur le logement. Donc on espère ce soir qu'il y aura des questions et on a demandé aux candidats aussi que s'il n'y a pas de questions, eh ben, qu'ils prennent la parole là-dessus parce que c'est important. Parce qu'une des premières sécurités, c'est de pouvoir dormir quelque part aussi, non pas dans la rue. Voilà. Puisqu'on parle beaucoup de sécurité. Rien que la semaine dernière, il y a eu une journée, mercredi, où vous avez eu 300 familles qui n'avaient pas de place par le SAMU social. 300 familles qui étaient à la rue dans la capitale d'un pays aussi riche que la France. Exactement. Pas de gens, pas d'expulsion sans relogement et plus d'expulsion à terme. Bon bref, on est avec vous. Allez, j'espère qu'il y aura des questions et sinon, de toute façon, on continuera là-dessus. Allez, merci. Ciao. Au revoir. Comment est-ce que M. Mélenchon s'est préparé ce soir? Rien de spécial, voilà. C'est le programme, et comme ça fait presque un an que le programme, il le possède, je dois dire qu'il aborde ce débat de manière tranquille et sereine. Qu'est-ce que vous en attendez de ce débat, justement? Comme tous les débats qui ont lieu, comme nos meetings, c'est-à-dire faire en sorte qu'on fasse toujours plus connaître nos solutions pour le pays, que nous avons un programme apte à gouverner le pays, à changer les institutions, et je crois que c'est ce qui commence à être entendu et qui pourrait bien nous amener au deuxième tour. Voilà ce qu'on attend de ce débat, comme d'autres, et comme, vous savez, tous les meetings auxquels nous sommes les uns et les autres à longueur de temps dans le pays. Voilà, hier j'étais à Vannes, je serai à on est un peu partout, et évidemment ce débat fait partie de ça, puisque c'est une confrontation, même si à 11, c'est pas très simple. C'est démocratique, mais c'est pas très simple. 3 semaines suffisent à accélérer cette dynamique pour Jean-Luc Mélenchon, selon vous? 3 semaines, c'est beaucoup, et vous savez... L'électorat n'est pas cristallisé? En 20 jours, on est passé de l'Assemblée constituante en 89 à la fin du féodalisme. Donc vous voyez, en 20 jours, la tâche est moins rude, elle est de passer au second tour. Si, je pense qu'on a le temps, et nous, on remarque que de plus en plus dans le pays, il y a beaucoup de monde qui nous écoute et qui se disent pourquoi pas Mélenchon. Et si ça passe du côté positif, vous verrez que ça nous mettra au premier tour. Vous savez, en ce moment, ce qui se passe, c'est que c'est assez formidable. On est rentré, comme à chaque élection présidentielle, dans l'inflation démagogique. La plupart des candidats rasent gratis. Il y a des milliards, on ne savait pas qu'ils étaient là. Il y en a partout. Et donc, allons-y, dépensons Folleville. Le problème, c'est qu'il n'y a pas un radis dans la caisse. Et le seul projet qui est sérieux par rapport à ça, c'est celui de Fillon. Voilà. Donc, il y a une cible, François Fillon en particulier, ce soir? Non, il a la volonté de parler aux Français, de s'exprimer devant les Français. Minutes. Voilà, et c'est effectivement, Caroline a raison de le dire, c'est un exercice qui est assez délicat, difficile, parce que le temps est très limité et qu'il faut parler des sujets qui sont essentiels, et le risque évidemment c'est que l'on soit dans une sorte de survol des sujets, mais ça c'est plus le problème de chacun des candidats, c'est le problème de ce type de débat qui est posé. On va voir, on en tirera les leçons à l'issue du débat. Vous avez juste un conseil chacun à lui donner avant. Qu'il soit lui-même. Il faut toujours écouter les femmes. Et vous croyez qu'on va parler du logement? Peut-être, ça serait pas mal qu'on parle du logement, ça serait pas mal. Ouais. Comment vous sentez avant ce débat? Peut-être, ça serait pas mal qu'on parle du logement, ça serait pas mal. Allez, on y va. On a le sentiment de vivre un moment, je ne sais pas s'il sera exceptionnel, mais en tout cas nouveau, avec beaucoup d'interrogations sur le déroulement de ce débat à 11. C'est complexe, c'est compliqué, mais enfin, on va assister avec beaucoup d'intérêt à ce débat. Monsieur, c'est le secrétaire général adjoint des Républicains en charge des fédérations. On a reçu un communiqué.
Un nouveau poste ? Absolument. J'ai cette responsabilité aujourd'hui au parti qui est en cohérence avec la responsabilité que m'a confiée François Fillon au sein de sa campagne, celle de la mobilisation. Et il y a une logique directe avec l'animation des fédérations, des Républicains qui constituent un relais premier pour mobiliser plus que jamais dans cette dernière ligne droite nos militants, nos électeurs, notre famille politique vers la victoire. Vous croyez encore à une mobilisation forte, Monsieur Ciotti, vous croyez encore à une mobilisation forte de l'électorat derrière la candidature de François Fillon? Bien sûr, plus que jamais, la mobilisation est forte et on sent depuis quelques jours que partout en France, sur le terrain, il y a un soutien de plus en plus affirmé qui monte en faveur de François Fillon et qui nous dit aujourd'hui, contrairement à beaucoup de commentateurs, que cette élection n'est absolument pas jouée. Il y a près de la moitié des électeurs qui n'ont pas encore fait leur choix. Il y a beaucoup d'incertitudes dans le soutien apporté à certains candidats, notamment à M. Macron. Et il y a une détermination, en revanche, très forte pour ceux qui soutiennent François Fillon. Et cette détermination, cette mobilisation, ce soutien me font dire aujourd'hui que François Fillon va gagner cette élection. Mais dans quel état se trouve la famille républicaine, Monsieur Ciotti? Elle est déterminée. Elle est déterminée. Merci, monsieur. Voilà, j'espère que chacun pourra exprimer ses propositions pour la France. Voilà. Comment s'est préparé François Fillon Il faut il ne s'est pas particulièrement préparé, il s'est concentré. Voilà. Il n'y a pas eu de préparation, de séance de préparation particulière. Il reste 3 semaines de campagne, Monsieur Retailleau. Dans quel état d'esprit est François Fillon? Est-ce que les 3 semaines qui restent seront suffisantes pour renverser la vapeur? Oui, vous allez voir. On a fait mieux pendant les primaires. À quelques semaines, on était donné 4e. Voilà. Dans quel état est la famille républicaine? Dans quel état est la famille républicaine? Déterminée, combative, croyez-moi. Les coups de tirés? C'est en tout cas pour Marine Le Pen et pour les autres candidats aussi d'ailleurs l'occasion de s'exprimer sur leur projet. Je crois que le projet de Marine Le Pen il est bien identifié, il est cohérent, il est complet. C'est peut-être pas le cas du projet de tous ses concurrents, loin de là. Mais voilà, une campagne c'est aussi l'occasion de préciser certains aspects qui sont importants, d'évoquer aussi peut-être des sujets qui n'ont pas encore été balayés par l'actualité. Voilà, je crois qu'on est maintenant à un peu plus de 15 jours de l'élection et je pense que beaucoup de nos compatriotes s'intéressent à cette campagne, analysent les projets, comparent les projets, eh bien ils auront l'occasion de le faire ce soir et c'est une bonne chose avec tous les candidats, y compris ce qu'on appelle les petits candidats, terme qui est d'ailleurs un petit peu méprisant, il faut bien le dire, qui ont toute leur place aussi dans cette compétition. Ils ont rempli les exigences légales, ils ont obtenu les parrainages, c'est parfaitement normal qu'ils puissent aussi faire entendre leur voix. Comment s'est préparée Marine Le Pen cet après-midi? Écoutez, elle était en campagne. Hier, elle a tenu un meeting hier soir dans la région centre. Ce matin, elle avait un rendez-vous médiatique important, mais elle a préparé pendant quelques heures cet après-midi. Mais vous savez, nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite de campagne et donc elle consacre l'intégralité de ses journées à mener campagne, à rencontrer nos compatriotes pour présenter son projet et ce sera l'occasion de le faire ce soir. Quel candidat craignez-vous le plus ce soir? On ne craint absolument aucun candidat. Il y a peut-être des candidats avec lesquels on a des chances de se retrouver au deuxième tour. Donc peut-être qu'on a une attention particulière pour montrer l'incohérence parfois de leur projet ou les grandes faiblesses de leur projet ou l'absence de projet dans un certain nombre de domaines. Mais je crois qu'il faut respecter le jeu démocratique. Il y a 11 candidats, tous ont une légitimité. Donc il ne s'agit pas de faire des catégories de candidats. Marine Le Pen va-t-elle cibler particulièrement M. Macron comme elle l'avait fait au dernier débat? Non, pas nécessairement. Encore que je crois que le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est un débat qui a le mérite de la clarté. D'un côté, le mondialisme ultralibéral, la disparition de toute forme de protection, pas de protection territoriale, il n'y a pas de frontières, pas de protection économique, ce qui fait mourir nos entreprises et mettre au chômage nos salariés, alors que Marine Le Pen, elle défend au contraire la nation comme moyen de protéger notre territoire, de protéger notre économie. Voilà, je crois que le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, c'est deux projets de société radicalement différents, et ça a le mérite de la clarté. Si Marine Le Pen passe au second tour, quel est le candidat rêvé pour vous?
n'y a pas de candidat rêvé, on prendra celui que les Français auront désigné, même si c'est vrai que les sondages montrent que ça pourrait être Emmanuel Macron, mais ce n'est pas encore une certitude. C'est les Français qui décideront, il ne faut pas préjuger de leur choix. Dans d'autres élections, je pense à l'élection américaine, on nous expliquait par exemple qu'Hillary Clinton allait gagner largement, on a vu qu'il en a été autrement. Quand la Grande-Bretagne s'est exprimée sur l'Union européenne, tout le monde nous expliquait qu'ils allaient rester dans l'Union européenne, et bien ils sont sortis, ils ont choisi le Brexit. Donc il ne faut pas préjuger du vote du peuple. Est-ce que c'est le moment de convaincre ceux qui hésitent encore? Oui, bien sûr, c'est le moment de convaincre ceux qui hésitent encore entre deux candidats, et puis ceux aussi qui se sont peut-être réfugiés dans l'abstention, parfois depuis plusieurs élections, parce qu'ils ont été écœurés, déçus, et par la droite et par la gauche, par les trahisons, par les promesses non tenues, par les lâchetés. Eh bien, c'est l'occasion de leur montrer qu'il y a une voie d'espoir, une voie alternative à ce système qui est usé. Un bon signe, sur des caméras, ça ouais, ça m'aide, merci pour une fois.